Bonjour Paul-Henri Fortuné, Bonjour. vous êtes psychologue au CHS de la Savoie à Bassin. Merci de nous accorder du temps pour cet entretien. Alors tout d'abord, que peut créer cette situation de confinement sur le plan psychologique chez l'individu? Cette situation de confinement, avant le confinement, il y a quand même c'est cette épidémie qui est venue comme une explosion dans notre société et qui a venu générer de la peur et du stress. Alors la peur, c'est une réaction normale qui est face au danger, qui nous permet de faire des choix, d'éviter de prendre des risques excessifs. Mais cela dit, nous avons tous une appréciation différente du danger qui peut aller de l'extrême prudence à l'inconscience. Et la peur, il faut bien garder en tête que c'est une réaction qui est normale. Cependant, l'exposition répétée à des situations de danger, à une pression extérieure par exemple, elle va produire du stress. Et le stress, c'est une réaction psychologique et physiologique, alors qui est destinée dans un premier temps à préparer l'organisme à réagir en permettant de mettre en place des stratégies qui nous permettent de nous adapter, qui ont un rôle protecteur. Alors on parle des fois d'un coup de stress, puisque ça nous prépare à l'action, on fuit une explosion par exemple. Mais si cette exposition répétée est répétée à des facteurs de stress, ça peut devenir néfaste. Alors le cas de cette épidémie il est particulier quand même, parce que c'est un ennemi invisible qui arrive alors que le printemps nous donne ses premières fleurs, que la météo elle est favorable. Nous avons tous été effrayés d'un seul coup par les images des actualités de la Chine. En quelques semaines, cette vague meurtrière qui s'est abattue sur l'Europe. Et ce décalage entre une vie paisible et l'arrivée impromptue d'une épidémie fait figure d'explosion, d'effraction. Alors la rapidité de ce phénomène, notre impréparation à ce danger spécifique, la confusion des informations, la peur que notre système de santé ne puisse nous protéger, la précipitation vers les longues files d'attente des supermarchés rapidement pillés, tout ça a été à l'origine d'un stress continu et grandissant. Alors les facteurs de stress dans cette période de confinement, on les observe chez nos patients et dans la population. Ça peut être par exemple des symptômes physiques, des maux de tête, des maux de dos, des maux de ventre, la perte de l'appétit. Ça peut se traduire par des signes physiologiques comme l'accélération cardiaque, le rythme respiratoire qui s'accélère, des sueurs. Tout cela en dehors d'un problème somatique, bien sûr. Et ces sensations-là, elles amplifient la peur de l'infection et elles amplifient l'inquiétude. C'est par exemple, je pensais aussi à cette peur pour les mères ou pour les femmes enceintes ayant de jeunes enfants, qui ont peur pour leurs enfants déjà d'être affectées elles-mêmes ou de leur transmettre le virus. L'isolement, lui, peut créer l'ennui, la frustration et la perte des contacts sociaux. Un sentiment d'inutilité aussi, voire de culpabilité pour les soignants qui sont infectés. Et là, il faut bien y penser. Il y en a aussi des soignants qui sont infectés, qui sont confinés, et là qui s'abandonnent et qui perdent cet espoir de soigner ce pourquoi ils étaient destinés. La société, elle nous montre aussi qu'on a des difficultés d'approvisionnement de tous ces biens de première nécessité, alors réels ou non, puisque les supermarchés sont quand même bien approvisionnés. Il y a une incompréhension aussi et une confusion sur l'objectif de ce confinement. Il faut pas l'absence de connaissances aussi sur la sévérité de la pandémie, et puis le défaut d'accès à une information claire, d'autant plus qu'on fréquente différents réseaux sociaux et qu'on est envahi de fake news. Ce que je voulais dire par là, c'est que l'action, elle permet de lutter contre le sentiment de passivité. Alors, ce qui est important, c'est de mettre en place ce qu'on appelle une protection matérielle et psychique qui permet de canaliser les émotions physiquement et symboliquement. Alors, une barrière de protection matérielle, c'est par exemple la connaissance des gestes barrières. A priori, on a des informations là-dessus, des panneaux, c'est le lavage des mains, on se mouche dans son coude, on jette son mouchoir, on met un masque, on garde une distance avec les autres. Mais il y a aussi des protections psychiques et symboliques. Rester chez soi, par exemple, et réduire ses activités, il faut bien avoir en tête que ce sont des actions altruistes. C'est une manière d'agir activement pour se protéger, pour protéger soi, ses proches, et de tout dans une action réfléchie.
Et donc important en fait de ne pas rester sédentaire et vraiment d'instaurer une nouvelle routine. Tout à fait, d'instaurer un nouveau rythme à la maison qui va pouvoir justement mettre quelque chose en rythme. Hein, parce que cette question du temps, elle est primordiale. Hein. Le temps, d'habitude, il est organisé, il est planifié. On se lève, on va au travail, on va chercher les enfants, on revient, on fait les repas, on fait des courses. Et là, tout tous s'effiloche d'une certaine manière, plus rien ne tient, et il faut à nouveau gérer ce temps. Alors, ce qui est important, c'est de structurer différemment son mode de vie en y inscrivant des nouvelles routines. Par exemple, c'est important d'établir un planning d'activité pour soi, pour sa famille, de maintenir un rythme physiologique. Alors ça, c'est par exemple se coucher à des heures habituelles, s'alimenter, prendre les 3 repas quotidiens, ne pas laisser filer le temps, ne pas se dire oh ben puisque c'est comme ça, je vais manger des chips devant la télé, voilà par exemple. Continuer à faire de l'exercice, hein, quelques instants par jour, hein, mais de l'exercice qui peut être de l'exercice physique, mais de l'exercice corporel de type relaxation, méditation. Et puis ce rythme dont je parlais, c'est aussi le rythme du quotidien, simplement de la toilette, du rasage, de ne pas garder le pyjama la journée, par exemple, hein, de ne pas se laisser aller et s'avachir devant la télévision. Parce que c'est prendre soin de soi. Prendre soin de soi, il faut avoir bien en tête que c'est aussi prendre soin de l'autre. Hein. Parce que l'autre, je lui montre quelque chose de moi quand je me laisse aller. Et ça peut influer sur la relation. Hein. Et ça peut aussi faire découvrir à l'autre un mauvais aspect de moi-même. Un aspect que je n'avais pas l'habitude même de fréquenter moi-même. Voilà. C'est important aussi de maintenir, de développer même son réseau social. Alors, on a des tas d'applications aujourd'hui, de réseaux sociaux qui permettent d'entrer en communication les uns avec les autres, de prendre des nouvelles, de s'intéresser aux autres, de s'échanger des blagues, de s'échanger des vidéos drôles et pas forcément des informations terribles. Hein, des petites photos, des petites selfies, là, elles ont leur intérêt. S'informer aussi, bien sûr, de l'entourage proche, des gens âgés autour de nous, peut-être des parents vieillissants. On l'a compris que garder une activité physique et mentale, c'est très important, mais il faut quand même rester en phase avec l'actualité, mais pas trop. En quoi ça peut être un facteur d'angoisse de regarder les informations toute la journée? Quels conseils donneriez-vous? Je pense que devant ces chaînes d'information, il y a une sorte de sidération, hein, par cet impact des mauvaises nouvelles, les unes après les autres. On a des cartes épidémiques, on a un nombre de morts qui s'affiche. Aujourd'hui, vous avez même des applications qui, en temps réel, vous donnent le nombre de personnes infectées, de morts à travers le monde. Il faut absolument se déconnecter de tout ça, prendre l'information ponctuellement, sinon ça aggrave justement la peur et donc ça augmente le stress. Hein, et on a vu que ce stress était vraiment délétère pour chacun. Donc tout ça, ça participe à la création d'un écosystème très négatif, donc il est important de rester positif malgré tout, quoi qu'il arrive. Voilà, tout à fait. Donc il faut rester positif malgré ce que nous offre aujourd'hui à voir ce monde. Hein, il faut prendre soin de son prochain, discuter, parler avec les autres, se raconter des histoires et essayer d'éviter les sujets de conversation qui peuvent être anxiogènes pour tous. Voilà. C'est un retour à la relation vraie, à l'amitié, à l'échange, au partage, hein, qui est le plus important aujourd'hui. Un autre volet qui est très important, c'est celui des enfants et des adolescents. Alors comment aujourd'hui un parent doit aborder le sujet du coronavirus et du confinement à ses enfants? Alors, surtout, je dirais, pour les enfants, pour les petits comme pour les grandes, d'abord, c'est en parler. Hein, c'est pas éviter le sujet. Les enfants, souvent les petits enfants, peuvent pas comprendre pourquoi tout le monde parle du coronavirus, pourquoi les écoles sont fermées, pourquoi ils voient plus leurs copains, pourquoi ils voient plus leur maîtresse ou comment ça se fait que j'ai pas le droit de sortir jouer dehors. Donc pour cela, il faut nommer les choses. Il faut parler de l'épidémie avec un vocabulaire simple, hein, surtout adapté à l'âge de l'enfant, en étant ni alarmiste
ni non plus en minimisant la situation, mais en employant les bons mots à chaque âge. L'objectif, alors en plus, ça me paraît important, c'est pas d'être un super parent qui a peur de rien, hein, mais c'est de montrer à l'enfant qu'on peut avoir peur, que l'adulte, que le parent, le papa, la maman, il a peur, mais que lui, il fait face. Il fait face, alors tout simplement, par exemple, on peut expliquer à un petit enfant que pour tuer ce méchant virus, eh ben, on va se laver les mains en chantant, voilà, on fait la petite chanson, on se lave bien, on se savonne les mains, on fait mousser, et ça, c'est des conduites qui sont réassurantes pour l'enfant, face à ce qu'il peut entendre. Il faut être très ludique, au fait, dans tout ce que l'on fait. Oui, voilà. Voilà, il faut être ludique. Alors en plus, on pourrait dire qu'il faut, bon, c'est normal d'avoir peur. On peut le dire aux enfants aussi que c'est normal de poser des questions. Il faut les aider à mettre des mots sur leurs angoisses. Hein. Qu'est-ce que tu éprouves? Est-ce que tu as peur? Qu'est-ce que c'est que ce mal de ventre que tu as là? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce que tu as entendu? Hein, et essayer de dédramatiser toutes ces choses qui peuvent des fois beaucoup angoisser l'enfant. Alors un point un peu plus précis maintenant, je pense notamment au personnel qui est soignant, qui évolue notamment dans un climat assez stressant, anxiogène, de pression assez constante. Comment pour eux est-il possible d'éviter le risque de burn-out en fait? Quelque chose qui peut être assez impressionnant. Les soignants sont très sollicités. Hein. Les médecins, les infirmières, les aides-soignants. Il y a des gens dont on parle pas aussi qui sont les ASH, qui sont les agents de service hospitaliers qui procèdent au nettoyage et à l'asepsie des locaux, qui font un travail remarquable pour la sécurité sanitaire de tous. Voilà, bon, les psychologues qui sont présents, bien sûr. Voilà. Et donc, comment éviter ce burn-out? C'est aussi en gardant ce sens qu'on a pour le travail. Et je crois que ça, chacun l'a en tête. En écoutant le soir à 20h, par exemple, tous ces applaudissements, hein, il suffit d'entendre. Moi, j'habite un peu sur les hauteurs et j'entends Chambéry qui applaudit le soir. Et je veux dire que ça réchauffe le cœur des gens qui l'entendent. Hein. On se sent porté aussi par quelque chose, par une communauté dans cet effort qu'il fait, qui est dur, hein, parce que les journées sont longues, les journées sont dures, les conditions de travail sont compliquées, les conditions de protection sont exigeantes. Bon, les gens sont fatigués, mais ont vraiment un sens, et l'important c'est de garder un sens à leur mission de soins. On vit une période exceptionnelle, on l'a compris, mais malgré tout, il faut rester positif. Merci Monsieur Fortuné, je rappelle que vous êtes psychologue au CHS de la Savoie à Bassin. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous. Au revoir.